Un oiseau, vous ne pouvez pas le contraindre. Si vous le lâchez dehors, s'il a envie de se barrer, il se barre. Il Donc, revient pas, quoi. non, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ce pas des oiseaux à usage unique. On les lâche au spectacle, puis le lendemain, il faut en racheter d'autres. Là, on va se prendre toute la fumée dans la tronche. Un oiseau, et surtout principalement un rapace, c'est très très feignant. Mince, moi qui voulais caresser un aigle. Eh ouais, ça c'est pas de bol, hein. Ça sera pas aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui à la volerie du Forêt. Ici, Stéphane m'a invité à le rejoindre afin de nous présenter la volerie, les spectacles et les oiseaux. Je vais le rejoindre quelques minutes avant le début du spectacle. A tout de suite pour l'interview. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, ici ce sont tous nos oiseaux qui sont les oiseaux du spectacle ou qui sont en entraînement. On a des jeunes oiseaux qui ne sont pas encore mis en vol, ni en spectacle ni en vol, il faut laisser le temps au temps. C'est le cas notamment de Bundu, qui est un jeune vautour qui est arrivé chez nous au mois d'octobre, qui est encore un peu timide, c'est normal. 80% de notre travail, c'est de faire en sorte à ce que l'oiseau prenne confiance en nous, les soigneurs, et qu'il n'ait pas peur de l'humain ou de choses qui passent. Là déjà, par exemple, il y a quelques temps de ça, vous n'auriez pas pu approcher avec un trépied comme ça. D'accord. Il aurait eu trop peur. Donc là, il y a eu déjà beaucoup de travail de fait en amont, avant l'arrivée des spectateurs, donc on a ouvert au mois d'avril. Et on a décidé de le placer là, parce que du coup, on avait eu cette avancée-là. Donc on sait que l'oiseau est apte à gérer en tout cas ce flux de visiteurs. Il sait qu'il peut se mettre en retrait s'il a peur. Voilà, il faut vraiment leur laisser la possibilité de se mettre en retrait, d'être tranquille, peinard. Et après, en fait, au fur et à mesure, l'oiseau prend confiance dans son soigneur. Alors au départ, c'est un soigneur attitré. Là, pour le coup, c'est moi sur Bundu. Après, ça va pouvoir s'étendre et passer à plusieurs soigneurs, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien qu'on fasse comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un soigneur attitré au départ sur un oiseau. Ça permet d'avoir un vrai suivi, d'avoir une vraie relation. Et après, l'oiseau va, on va dire, tolérer d'aller sur d'autres, accepter de travailler avec d'autres personnes. Donc là, ici, c'est le lieu du premier spectacle qui s'appelle Voyage, dans lequel on a les chevaux, les oiseaux, donc rapaces, corbeaux, cigognes. On a aussi les perroquets. Alors là, c'est un peu tôt pour eux dans la saison. Ils sont en train de se réentraîner. Donc on n'aura pas la sortie des perroquets aujourd'hui. Je suis désolé pour les images. Mais voilà, donc du coup, là, ici, c'est principalement rapaces et oiseaux diurnes. Et ensuite, dans la tour qui est juste là-bas, et ça sera pour tout à l'heure. Et là, c'est le spectacle des chouettes et des hiboux. Un spectacle qui est en son et lumière, très particulier, voilà, une ambiance un peu différente, c'est une sorte de conte. Enfin, c'est même pas une sorte, c'est carrément un conte en fait. Donc voilà un peu pour l'histoire. Là, on a les chevaux qui s'échauffent avant le spectacle. On a donc 3 chevaux sur le spectacle, dont Django, qui est le petit dernier de la bande, qui est un cheval arrivé d'Espagne assez récemment. Donc là, il a été mis en spectacle. On a démarré là au mois d'avril les spectacles avec lui. Et lui, sa spécialité, c'est la voltige cosaque. Donc une voltige avec une selle, une voltige plutôt guerrière à la base, qui du coup a été adaptée par la suite dans une piste de cirque pour certaines. Ensuite, on a Chopin, qui est le percheron noir, qui est donc lui pour le coup le cheval de voltige de cirque. Qui reprend doucement aujourd'hui, qui a été malade, il a eu un problème de pyroplasmose, donc transmise par les tiques. Là, cette année, c'est la catastrophe des tiques, malheureusement. Donc là, il a été en arrêt pendant quelques temps. On a commencé à retravailler doucement, et donc là, il refait son premier spectacle aujourd'hui. On va y aller vraiment très doucement avec lui. Oui. Et ensuite, Alto, qui est le 3e cheval, un cheval gris, un cheval autrichien, et qui lui fait vraiment la partie fauconnerie équestre. On a besoin d'avoir un cheval très maniable, très réactif. Donc voilà nos 3 chevaux. D'accord. Et du coup, les spectacles, vous les préparez combien de temps à l'avance? Alors, vous voulez dire la construction du spectacle? Oui. La construction du spectacle, il faut compter entre 1 an et demi, à peu près. Souvent 2 ans, parce que du coup, je fais souvent en 2 temps. C'est-à-dire que je commence à gratter quelques idées, à avoir un peu Moi, je fonctionne beaucoup par image, en fait. Donc, j'ai des images qui me viennent. Je me dis, ah, ça serait intéressant d'avoir cette association d'images-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer autour de ça? Après, il y a un thème général qui se profile. Et de ce thème général, là, on commence à broder, à essayer de trouver un fil conducteur, un texte, etc. Ensuite viennent les répétitions, les assemblages, etc. Donc ça, c'est un gros travail. Et au final, ouais, on peut dire que ça fait à peu près, on va dire,
entre 1 an et 1 an et demi, à peu près. D'accord. Voilà, le temps, c'est un peu décousu des fois, parce que quand on est en pleine saison, on n'a pas toujours le temps Oui. de se mettre sur le spectacle suivant. Et vous le changez tous les ans, tous les Et on 2 le ans? change alors on change les spectacles tous les 3 ans. D'accord. Ça nous permet, nous, de faire à chaque fois un nouveau spectacle, un autre nouveau spectacle et une nouveauté sur 3 ans. Là, ça risque d'être un petit peu différent les années suivantes, parce que le spectacle de la Tour plaît tellement aux gens qu'on a envie de le garder encore un tout petit peu plus longtemps. Il a été un peu plus compliqué à écrire, c'est vraiment un spectacle assez particulier en son et lumière. Nous, on n'est pas très technique là-dessus, donc on s'est fait aider pour la technique, on a fait l'écriture, la mise en place, etc. Mais pour la partie technique, on s'est fait aider, et donc on a quand même envie de le garder peut-être 2 ans de plus, on va voir. Oui. Celui-ci, même si on aime beaucoup ce spectacle-là, qui est le tout dernier, Voyage, on va très certainement le changer d'ici 2 ans, quoi. Donc chaque année, ça évolue, ça bouge, c'est toujours en mouvement permanent. On a rajouté un corbeau cette année sur le spectacle, l'année prochaine on en rajoutera sûrement un deuxième. Le vautour va peut-être pas rentrer en spectacle dès cette année, quoique ça se réfléchit. Qu'est-ce que t'en penses, Boundou? Qu'est-ce que t'en penses, Boundou? Peut-être que cette année tu rentres en spectacle, faut voir. On en a un qui a le même âge, qui est un oiseau plus petit, de plus petite taille, qui est un vautour charognard, qui est arrivé en même temps que lui, et qui lui est... Ah, Pardon, il y a un peu merci. de poussière. Et qui lui est déjà en spectacle. Donc c'est vraiment au rythme des oiseaux. J'ai une femelle de pigargue à tête blanche, donc l'aigle américain. Elle a mis 2 ans pour rentrer en spectacle. C'est pas un souci. Oui, vous vous adaptez au rythme de l'oiseau. Toujours. Oui. Sinon c'est ridicule en fait. Déjà, même, je veux dire, au-delà de ça, comment faire en fait? Comment faire pour ne pas s'adapter? Alors, même si c'est pas notre vision des choses et qu'on travaille un peu différemment, mais un cheval, un mammifère, vous pouvez entre guillemets contraindre. Un oiseau, vous pouvez pas le contraindre. Si vous le lâchez dehors, s'il a envie de se barrer, il se barre. Il revient pas, quoi. Non, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des oiseaux à usage unique. On les lâche au spectacle, puis le lendemain, il faut en racheter d'autres. Donc finalement, en fait, on est vraiment obligé de prendre ce temps-là, de laisser le temps à l'oiseau, parce que sinon, c'est absolument contre-productif. L'oiseau s'adapte pas à nous, c'est nous qui nous adaptons à l'oiseau, toujours. D'ailleurs, dans le spectacle, on a mis une phrase un peu comme ça qui dit que c'est pas l'animal qui se domestique, c'est l'homme qui devient sauvage, et c'est un peu ça en fait. Hein. Heureusement qu'on travaille pas avec des ours, hein, on serait ours nous aussi. Mais voilà, en tout cas, on est un peu rapace par certains côtés, un peu oiseaux en tout cas, oiseaux-chevaux. Mais oui, il faut laisser le temps au temps, il faut leur laisser de la place et leur laisser s'exprimer aussi. On a des oiseaux qui spontanément ont envie de pratiquer le haut vol, c'est-à-dire de monter en altitude, vous allez sûrement en voir aujourd'hui. On a des oiseaux qui n'ont pas du tout envie de faire ça et qui restent uniquement en bas vol. Donc après, on s'adapte. Si on voit que l'oiseau est vraiment très demandeur du haut vol, on va l'entraîner pour du haut vol. Si on voit qu'il est demandeur de bas vol, on va l'entraîner sur du bas vol. Si on voit qu'il a peur des chevaux, on ne le met pas sur un tableau avec un cheval. Si on voit qu'il aime bien les chevaux, on va le mettre sur un tableau avec un cheval. Vous voyez, on est toujours comme ça en évolution, et on est obligé de s'adapter en permanence, quoi. Adaptation. Et du coup, les oiseaux qui sont là, Ouais. ils sont là toute l'année. Enfin, Oui. j'imagine pas dans Oui, ces endroits-là, mais... Alors si, ça c'est vraiment, en fait, si vous voulez, un oiseau, et surtout principalement un rapace, c'est très très feignant. C'est-à-dire que ça c'est leur espace de vie, de repos. Il faut savoir qu'un rapace dans la nature vole très très peu. On a toujours cette image d'oiseaux qui volent en permanence. Il y en a certes, effectivement, qui font des kilomètres s'ils n'ont pas le choix. Mais par exemple, les dernières données qu'on a sur les pigargues à queue blanche, le temps de vol sur une vie, c'est à peu près 6% de son temps, ce qui est absolument ridicule. Vraiment, ça, c'est vraiment leur chez eux, c'est leur espace privé, personnel, en fait, on va dire. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'oiseaux qui sont seuls en volière, parce qu'ils sont très territoriaux. Ils n'aiment pas qu'on rentre dans leur volière. D'ailleurs, lui n'aime pas trop que d'autres personnes, même humaines, rentrent dans sa volière. Voilà, nous, moi j'ai une bonne entente avec cet oiseau-là, mais il ne tolère que quelques personnes. C'est très particulier, le condor. Voilà. Après, par contre, l'espace de vol est à tout le monde. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que nous on fait, en fait, c'est qu'on recrée un état naturel. C'est-à-dire que dans la nature, un oiseau, un rapace principalement, ne vole pas pour rien. S'il vole, c'est qu'il a une utilité au vol. Et l'utilité au vol, c'est de se nourrir. Pas forcément de chasser, parce que, passe les vautours, mais même pour les aigles et les faucons, le but du vol n'est pas la chasse. Le but de la chasse est de se nourrir, mais le but du vol est de se nourrir, etc. D'accord. Donc, Oui. si vous voulez, le vol n'est qu'une utilité. Il n'y a pas de plaisir réel au vol. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se nourrir. Nos oiseaux, ça, le comprennent très très bien, et on joue un peu de cette fainéantise-là aussi. Ils comprennent très bien que c'est beaucoup plus facile de venir vers nous. On a une nourriture plus facile, en permanence, etc. On a même des exemples, par exemple, en période off, on arrête nos oiseaux pour la mue.
C'est-à-dire que nos oiseaux ne volent plus du tout. Pendant une période donnée, ça dépend, ça peut être de 2 à 3, 4 mois en fonction. Là, on va se prendre toute la fumée dans la tronche, mais peut c'est se pas grave. décaler, hein. Thomas est gentil et il le fait, il va tout doucement, voilà. Merci Thomas. Donc en hiver, on a vraiment une période de repos pour nos oiseaux. Et en fait, cette période, elle est très importante parce que la mue, c'est donc le fait de renouveler son plumage. La mue, c'est très énergivore. Donc en nature, il n'y a pas le choix. Ils muent, il faut quand même y aller, quoi. On n'a pas le choix, il faut manger. Là, ici, quand ils commencent leur mue, bah, du coup, ils ont quand même de la nourriture qui arrive. Et ça, ils le savent très très bien. Ils ont compris le système. Ah, mais en période off, vous pouvez ouvrir les volières, il n'y en a pas un qui va sortir. Ils vont tous rester dans les volières parce qu'ils n'ont aucun intérêt à sortir. Donc voilà. En fauconnerie, on appelle ça, le fait de mettre en vol un oiseau, on appelle ça l'affêtage. Donc il n'y a pas de dressage, on ne peut pas parler de dressage, c'est très différent d'un mammifère. Et l'affêtage, c'est le fait de porter au fait, c'est-à-dire de faire à l'oiseau ce qu'il sait faire naturellement, c'est-à-dire se déplacer pour s'alimenter. Voilà. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Voilà. Ça nécessite une vraie relation avec l'oiseau. Alors c'est très particulier, c'est vraiment une relation de confiance. Il faut que l'oiseau vous fasse confiance. Les gens pensent toujours que ça marche à la bouffe, on entend des fois il n'a pas faim ou machin. Bon, ça n'a rien à voir. Là, vous pouvez, vous, par exemple, rentrer dans les volières avec des seaux de viande. Alors, il y en a peut-être 2-3 qui sont un peu énervés et qui vont peut-être vous venir dessus. Mais les 3 quarts, ils vont partir à l'autre bout de la volière et jamais venir vous voir. Donc là, dans la journée, ça fait aussi partie de leur repas. Donc, c'est normal qu'ils soient en état d'appétit, entre guillemets. Mais il ne faut pas penser que l'état d'appétit, en tout cas l'attrait à la nourriture, soit le seul facteur pour ces vols libres-là. De la nourriture, il y en a de partout en fait. Il y a des carcasses de partout, ils ont une meilleure vue que nous, ils les voient bien mieux. Il y a des carcasses de partout, il y a du gibier de partout. Nos oiseaux ont un instinct de chasse qui est très développé, qui n'est absolument pas brisé. On garde l'instinct de chasse de nos oiseaux. Alors ça arrive de temps en temps que ça parte sur une proie, ça peut arriver. Mais voilà, vraiment le but c'est ça, c'est créer la relation avec l'animal, que l'oiseau nous fasse confiance. À partir du moment où l'oiseau nous fait confiance, c'est là que ça fonctionne. Mais c'est cette étape-là qui est la plus longue, c'est 99% du boulot. Ouais. La nourriture, c'est 1%, c'est les 1% qui restent, parce qu'il faut bien qu'on leur fasse comprendre que ce qu'ils ont fait, c'était bien. Et ça, c'est le moyen pour nous de les remercier, de leur dire, voilà, ok, là on est d'accord là-dessus, ça c'est ok. Il n'y a pas cette relation à double sens qu'on a chez le mammifère. C'est vraiment une question de confiance et de respect en fait de l'animal. Et c'est très très particulier, les gens ont du mal des fois à cerner cette chose-là, qui est très différente du mammifère. Voilà. Mince, moi qui voulais caresser un aigle. Ouais, ça c'est pas de bol, ça sera pas aujourd'hui. Et donc du coup, une plume, vous pouvez toucher une plume. Ça marche très bien aussi. Oui. Les fauconniers touchent les plumes des oiseaux, Forcément. une fois qu'elles sont tombées. Jamais avant. Oui, je comprends. Il y a un vrai respect de l'animal du coup. Bah, ça me paraît être Oui. non seulement logique, mais primordial. Oui, la base, oui. Et puis de toute façon, on est bien d'accord qu'on est avec des espèces qui sont remis, alors un temps donné bien évidemment, mais qui sont mis en liberté à l'extérieur, qui volent en totale liberté. Je veux dire, si vous avez des gestes déplacés envers un oiseau, les fois d'après, il va pas revenir, quoi. Enfin, il y a un moment, il y a une logique, quoi. Il y a une certaine logique. Donc c'est très très important de vraiment comprendre ça, quoi. C'est que la base de notre métier, c'est le bien-être animal et tout est fait, est cherché, et creusé, et gratté, et mis en œuvre pour leur bien-être. On travaille avec des scientifiques, on travaille avec des comportementalistes, on travaille avec des éthologues. Voilà, on fait vraiment, enfin, il faut faire les choses comme il faut, quoi. Donc oui, c'est plus que la base. Et vous avez combien d'oiseaux ici du coup? Eh ben, on a un peu plus de 150 oiseaux à peu près, oui, quand même. voilà, qui sont répartis de la manière suivante. On a du rapace, du perroquet, du corvidé, donc corbeau, pie, etc., et de la cigogne. Ok. Voilà, donc ça va évoluer un petit peu dans les années qui arrivent. Et au sein de ces groupes d'espèces, on a des oiseaux qui sont dédiés à la présentation en public, donc les vols libres. On a des oiseaux qui sont dédiés à la conservation et à la reproduction. Donc là, on a par exemple un couple de pigargues à queue blanche qui ne sont pas présentés sur le spectacle, qui sont vraiment en reproduction. On tente de reproduire l'espèce. Pareil pour un couple de vautours fauves, on a un couple de nestorquea, qui sont des perroquets néo-zélandais très particuliers, qui sont les seuls perroquets réellement charognards dans la nature, qui sont des perroquets de montagne, donc c'est très particulier aussi. Et voilà, on a formé un couple de haras chloroptères. Donc voilà, ça, ce sont des oiseaux qui, eux, vont vraiment rester
entre eux, il ne faut plus qu'on intervienne dans le processus, sinon on coupe ce processus de reproduction. ok. Souvent, c'est des oiseaux qui ont volé chez nous pendant des années. Là, par exemple, chez les vautours fauves, la femelle a 36 ans, elle s'appelle Fred, et elle est avec Monsieur Fauve, qui nous a été très gentiment prêté par la volerie des Aigles de Kinsheim. Il y a beaucoup de liens en fait, entre les voleries et les parcs. Et donc cet oiseau-là nous a été confié pour la reproduction, et il a, je crois, 25 ans, c'est sa retraite lui aussi. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, un oiseau, combien de temps vous le gardez sur un spectacle en termes d'années? Eh ben, ça va dépendre de plein de choses. Déjà, ça peut arriver qu'il y ait des oiseaux qui n'aiment pas ça. Bon, à ce moment-là, nous, on ne cherche Oui, pas on à force savoir. pas. S'il n'aime pas le spectacle, il peut être placé en reproduction. Ça peut aussi que ça peut être que le site ne lui convient pas, ce qui peut arriver. On a un site qui est très ouvert, qui est très en hauteur, qui est très exposé au vent, qui est très montant. Il y a des oiseaux qui ont peur de ça. Donc ça peut arriver qu'on fasse d'autres échanges avec d'autres parcs. Après, ça peut être aussi un oiseau, à partir du moment où on va le faire voler pendant plusieurs années, s'il a un réel rôle conservatoire sur des espèces qui sont par exemple, comme le vautour de Ruppel par exemple, qui sont en danger d'extinction, là il y a une vraie démarche de réflexion à avoir, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à présenter pédagogiquement l'espèce au public, ce qui est très intéressant puisque du coup c'est vraiment notre lien avec le public et notre lien à l'apprentissage de la biodiversité. Donc est-ce qu'on continue à présenter cette espèce-là en vol, ou est-ce qu'on se dit on forme un couple pour la conservation? Donc là, après, ça va être une démarche de réflexion. Il y a des fois où ça va être l'occasion qui fait que, on a un collègue qui, voilà, tac, poum, on forme un couple. Ça peut être chez nous, chez eux, peu importe. Quand c'est pour la conservation, alors même si on est très, très, très attaché à nos oiseaux, si c'est pour la conservation, il y a des fois on garde quand même nos oiseaux, mais à ce moment-là, on se débrouille pour faire venir un autre oiseau. Mais faut voir plus loin que ça, quoi. C'est-à-dire que voilà, pour de la conservation, on peut très bien placer l'oiseau chez quelqu'un d'autre. C'est toujours un crève-cœur pour nous parce qu'on aime nos oiseaux infiniment. Bah oui, vous vous y attachez. Exactement. Mais pour la conservation, ça peut être intéressant et on sait exactement dans quelle structure ils vont. Il ne faut pas se leurrer, il y a des fois où les structures sont plus importantes que les nôtres. Donc moi, je suis très content que mes oiseaux aillent dans des super structures, voilà, où ils ont toute une équipe qui est dédiée pour ça. Nous aussi, bien évidemment, mais c'est très différent des fois sur d'autres structures. Donc, en fonction de l'espèce, ça peut être ça. Et après, on peut se dire, voilà, on continue à le présenter pédagogiquement, et à ce moment-là, l'oiseau peut voler, entre guillemets, à vitam aeternam, jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie de voler. À ce moment-là, il part en retraite. La retraite se fait souvent chez nous, d'ailleurs. C'est rare que la retraite se fasse ailleurs. Bon, je vois que l'heure tourne et vous avez un spectacle à préparer. Ouais, je ne vais pas trop je vous n'ai pas prendre vu de quelle temps. heure il est tout. Hop, 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 hop. Il faut que je prépare mon spectacle, je vais vous laisser. Je suis maintenant installée, le spectacle va bientôt commencer. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour notre spectacle Voyage. Voyage, voyage. Non, non, tu te souviens de l'Irlande, Léo? Moi, je me souviens surtout des tavernes. Les aigles atteignent des sommets. Les escargots aussi, mais eux, ils en donnent. Voici les buses de Harris. Aigle à cause de sa taille, et bleu car lorsque l'oiseau sera adulte, la couleur de son plumage va virer au gris légèrement bleuté sur une partie de son corps. Nous sommes ravis de participer au programme Bio Andina qui réintroduit le condor des Andes en Argentine. Et à ce propos, il y a une chose très importante à bien comprendre, c'est qu'aucun de nos oiseaux n'a été prélevé dans la nature. Ils sont tous nés en élevage, dans d'autres voleries, parcs zoologiques, chez des éleveurs professionnels ou chez nous. Bref, la capture en nature est strictement interdite et heureusement d'ailleurs. Ah, très bien, parfait, encore mieux. C'est que le mâle a la tête et la queue gris ardoisés, tandis que la femelle est marron moucheté de noir. Il faut savoir que le faucon cresserelle a longtemps été le premier rapace confié aux novices de fauconnerie pour faire leurs preuves. À notre ami Sparrow. Alors il faut savoir que nous sommes obligés de gérer les vents
Un oiseau vole décolle et atterrit face au vent. Avec le vent dans le dos, l'oiseau serait rabattu au sol. Allez, on va le laisser évoluer tranquillement. Le voyage touche à sa fin. Préparez-vous pour l'atterrissage. Les milans noirs tournoient au-dessus de l'eau, puis fondent sur leur proie en une frappe précise. Observez bien leur queue en forme de triangle, typique de l'espèce. Ce sont des acrobates du ciel.